Bien, écoutez, on continue avec cette table ronde. En fait, ce qui est passionnant avec ces grandes tendances de la e-santé, c'est qu'on prépare pendant des mois. Et puis, je dis toujours à nos intervenants, attention, on peut avoir une actualité au dernier moment. Et là, c'est tombé sur vous, hein, puisque Dominique Pont a commencé à dévoiler les éléments, hein, mais avec notamment cette IA générative chinoise qui a été donc annoncée il y a quelques jours, hein, et qui a fait, je ne sais pas si vous suivez un petit peu la bourse, hein, près de 1500 milliards de pertes, dont la plupart, enfin une grosse partie avec Nvidia, hein, qui a chuté en 17%, parce que, on évoque une IA qui est beaucoup moins consommatrice d'énergie, beaucoup moins nécessiteuse en termes de ressources, et donc forcément change un petit peu la donne du discours qu'on a actuellement. Donc forcément, on a à cœur de développer avec vous. Alors je pense qu'on a en retour Virginie Gervais-Cloisel, qui est donc la présidente de Philips. On a vous également, Laurence Contarassus, en tant que présidente du SNITEM. Bonjour Virginie. Et bonjour. Étienne Tichit. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez bien Virginie, c'est bien? Parfait. Étienne Tichit, vous êtes donc le dirigeant de Novo Nordisk en France. Donc nous avons un sujet qui est important aujourd'hui autour de cette responsabilité des acteurs de santé. Et je laisse Sandrine vous poser la première question, Laurence. C'était pour toi, mais c'est pas grave, je te la prends. On s'est trompé pour le dernier, on s'est trompé. C'est pas grave, je la prends, il n'y a pas de souci. Laurence, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes la présidente du SNITEM. Pouvez-vous nous rappeler son rôle et les actions menées par le SNITEM pour promouvoir notamment une e-santé durable? Alors déjà, le SNITEM, c'est le syndicat des dispositifs médicaux. Alors en termes de responsabilité, on en a quand même une pour cette dernière session, c'est d'essayer de garder, debout, vivant, le peu de personnes qui sont avec nous, et j'espère un peu plus de l'autre côté. Et c'est un peu pareil d'ailleurs dans la vraie vie avec l'ensemble de nos entreprises. Ça peut faire le lien d'ailleurs avec ce que vous disiez. Je vais essayer d'utiliser le vous. En termes de durabilité, depuis maintenant plus de 5 ans, en fait, on travaille vraiment sur tout ce qui est RSE, et il faut se rappeler, si on veut faire le lien, que maintenant il n'y a quasiment plus de dispositif médical sans numérique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La deuxième responsabilité, et ça fera un petit peu le point de tout ce qu'on a discuté ce matin, c'est qu'il n'y a pas de santé sans dispositif médical et sans médicaments. Je suis sûre que mon homologue de droite reprendra le point, et que tout ça, c'est vraiment lié ensemble. Alors, on travaille depuis plus de 5 ans. On a évidemment créé, en fait, un groupe RSE. Alors, le SNITEM, c'est un peu plus de 600 adhérents sur à peu près 1350 sociétés de dispositifs médicaux. Et on a 200 personnes, 200 sociétés qui travaillent régulièrement sur tout ce qui est RSE, en fait, ensemble. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, parce que l'idéal, ce serait qu'on ait tout le monde. Mais le côté positif, c'est qu'il y a quand même beaucoup de petites et moyennes entreprises. Donc notre responsabilité, et surtout en ce moment, alors ça c'est l'actualité, on en avait une autre avec M. Trump il n'y a pas longtemps, c'est qu'on continue à travailler sur la durabilité. Alors ça pourrait être de notre système, ça pourrait être de nos solutions, et ça, je pense que c'est une responsabilité collective que l'on doit avoir, tous en tant qu'industriels, acteurs de santé, peu importe notre taille. Pourquoi je dis peu importe notre taille? Parce que j'ai quasiment assisté à tout ce matin. On parle beaucoup de start-up en numérique. Et je ne sais pas si Dominique est encore là, mais la souveraineté, je pense que c'est vraiment important. Mais si on veut de la souveraineté, il faut aussi que ces sociétés elles puissent grandir. Parce que si elles ne grandissent pas, on ne pourra pas tous travailler ensemble, et ce ne sera pas, comme on dit en anglais, sustainable. Donc je pense qu'on a vraiment cette responsabilité collective de pouvoir travailler sur cette durabilité. Revenir sur aussi un point, on est quand même, et on l'a dit, un pays où on a quand même pas mal de chance, parce qu'on a eu le Ségur du numérique, on a eu la première prise en charge de la télésurveillance, donc ça nous accompagne en fait dans cette durabilité. Si je retiens 3 axes, parce qu'on va essayer de ne pas vous perdre, indispensable pour la prévention. Et la prévention, c'est absolument indispensable pour la durabilité de notre système. Pour l'accès aux soins et la qualité des soins. Et là, on l'a vu, on a encore beaucoup de progrès à faire, parce que je pense que tous autant qu'on est dans la salle, et on ne parle pas forcément des personnes âgées par exemple, on s'est tous trouvés un petit peu, comme on dit, avec une poule et un rasoir, quelquefois, devant quelques outils. Donc je pense qu'on a énormément à faire là-dessus. La réduction de l'empreinte carbone.
Et là, en tant qu'industriel, peu importe notre taille, on doit absolument travailler, et je crois que c'est Anne-Sophie qui le disait, en incluant les patients le plus tôt possible dans tous nos développements pour essayer d'avoir cet axe-là. Et j'en rajouterai un autre parce que Guillaume Gault ce matin a dit le numérique c'est bien, mais humain c'est mieux. Et je pense qu'on a une dernière responsabilité, c'est qu'elle soit éthique. Et surtout par rapport au point que tu disais, j'y arrive pas non plus, parce que en fait, l'éthique doit être aussi au centre du numérique. Personne n'a envie que ce soit en effet les sociétés chinoises qui gèrent notre système de santé. Voilà. Alors, bon, vous évoquiez, le sujet reste à l'agenda, quelles que soient les turpitudes à l'international. Virginie, j'espère que vous m'entendez bien à distance. Il y a un des autres enjeux qui concerne la RSE, c'est aussi d'en faire un levier de performance. Est-ce que vous pouvez peut-être nous lister, nous partager un petit peu les initiatives menées par Philips en ce sens? Tout à fait. Déjà, bonjour à tous et je suis très contente de pouvoir participer pour la deuxième fois à cet événement majeur de l'année. Je suis malheureusement à distance cette fois-ci, mais c'est vrai qu'au vu ce sujet est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et donc merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir partager avec vous le chemin qu'on est en train de parcourir chez Philips maintenant depuis de nombreuses années. Pourquoi ce chemin? La première des choses que je voudrais recontextualiser avec vous, c'est que l'enjeu est colossal. Tout d'abord, il y a une donnée qu'il faut avoir tous à l'esprit, c'est que si tous les systèmes de santé au niveau mondial, on était collectivement un pays, on serait le 4e pays le plus pollueur au monde. Donc, ça met le débat au bon endroit. Et donc, c'est dans cette dynamique-là qu'aujourd'hui, Philips travaille vraiment différemment sur sa façon de sa façon de réfléchir la conception des produits. Puisqu'en fait, sans entrer dans cette dynamique d'être un acteur qui participe à l'amélioration des choses, c'est notre volonté. Et en fait, ça commence par le premier maillon de la chaîne. Et le premier maillon de la chaîne, c'est la réflexion R&D des nouveaux produits, sur comment on les design, donc l'éco-conception des produits, et l'éco-responsabilité du coup que ça apporte, et au-delà, même le reconditionnement des produits en elles-mêmes. Donc en fait, un chiffre qui le montre particulièrement chez Philips, c'est que notre empreinte carbone opérationnelle, en fait, aujourd'hui, elle est neutre depuis 2020. Donc c'est pour dire à quel point ce sujet est vraiment pris avec cœur au sein du groupe. Vous m'avez demandé de partager avec vous quelques exemples. Je vais commencer par le premier. En vous donnant quelques données. Donc, un premier exemple que j'ai envie de partager avec vous, c'est la façon dont on a redesigné complètement nos IRM chez Philips. En fait, si je prends le secteur de l'imagerie, alors j'ai les données juste en face de moi, donc je vais être très précise. En fait, le secteur de l'imagerie consomme 20% des ressources mondiales d'hélium tous les ans. On sait que la taille du marché de l'IRM était d'environ de 9,5 milliards de dollars en 2024. Et la projection de cette taille de marché serait à peu près de 13 milliards de dollars d'ici 2029. Donc, soit une croissance de entre 7 et 8% sur cette période. Les IRM, pour fonctionner, elles ont normalement besoin d'hélium. L'hélium, c'est un gaz extrêmement rare et qui va donc qui est rare et qui va devenir de plus en plus cher avec cette consommation, qui est donc un enjeu de durabilité pour l'utilisation future des IRM, mais c'est aussi toucher là un enjeu économique et d'efficience pour le système. Et à la fin, c'est toujours la même histoire, c'est comment on continue à soigner correctement les gens et la population. Et donc, pour ce faire, on a besoin de pratiquer des IRM. Et donc, dans cette dynamique-là, en fait, chez Philips, on a développé une technologie qui consomme aujourd'hui beaucoup moins d'hélium. Et quand je vous dis beaucoup moins d'hélium, c'est parce qu'on a développé une gamme d'IRM qui s'appelle Blue Seal et qui fonctionne aujourd'hui en circuit fermé. Ce que ça veut dire, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, une IRM ne consomme que 7 litres d'hélium pour son usage, contre 1500 litres pour une IRM classique conventionnelle comme on avait par le passé, parce que cet hélium est entièrement scellé et sans recharge à vie, etc. Et donc du coup, clairement, avec cette technologie, on peut affirmer qu'on réduit significativement l'impact environnemental tout en permettant la résilience du système dans sa globalité. Un autre exemple
ici que je peux aborder, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne l'anapathologie, avant n'était pas numérisé. Aujourd'hui, on a des scanners de l'âme qui permettent de numériser tout ça. Et en fait, au-delà du fait que ça améliore la prise en charge du patient parce qu'on va beaucoup plus vite que par le passé, en fait, ça permet de réduire de façon significative l'empreinte carbone de tous les établissements qui ont recours évidemment à ce genre d'examen nécessaire lors d'une suspicion de cancer, par exemple. Merci Virginie. Forcément, vous avez beaucoup insisté sur l'impact également environnemental, comme Laurence l'a précisé également. Je m'adresse maintenant à vous, Étienne Tichy. Donc, au niveau de Novo Nordisk, j'ai l'impression que cette notion un peu de RSE, il y a une dimension assez originale que vous avez dite, qui a été évoquée aussi avec le ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. C'est une démarche plus globale, et notamment celle de la prévention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre approche en France, mais aussi peut-être des initiatives au Danemark Oui, parce que déjà pour nous mettre en appétit, si je peux me permettre, le sujet est intéressant puisque je ne sais pas vraiment dans quel ordre placer les éléments entre le e-santé durable et levier de performance. Parce que l'un peut arriver avant l'autre, mais dans tous les cas, c'est la question qu'on se pose au sein de Novo Nordisk, c'est de savoir comment on arrive à conjuguer tout ça. Donc des éléments de durabilité, quand on est détenu par une fondation, c'est d'essayer d'aller chercher de la performance, en particulier sur la partie R&D. Ce matin, on a évoqué comment on peut accélérer la recherche avec la e-santé et tout ça, et dans quelle mesure l'IA peut soutenir aussi l'accélération de cette recherche. Et ça, c'est de plus en plus important parce qu'aujourd'hui, on a des molécules et de la recherche qui visent plusieurs organes, donc multi-cibles, et avec parfois une seule prise par semaine. Donc, l'autre aspect, c'est donc il y a le P de performance, il y a le P de planète, et on l'évoquait avec Laurent juste avant. C'est excessivement important pour nous. L'essentiel de nos traitements sont en dispositifs injectables. Les patients ont une préférence pour des dispositifs pré-remplis. Donc nécessairement, la question de la planète, elle se pose dès le départ. Et aujourd'hui, on essaye de faire évoluer justement les habitudes, parce que là aussi, c'est tout un travail sur les habitudes, de façon à ce que les patients utilisent de plus en plus des traitements qui sont, des dispositifs injecteurs qui sont rechargeables, connectés, et sur lesquels on peut faire de la téléassistance, de la télésurveillance, et peut-être prévenir des hypoglycémies comme on pourrait les avoir à cette heure-ci de la journée. Sur le troisième P de prévention, là, c'est un sujet qui est excessivement important parce que, et Anne-Sophie Joly, je pense, tout à l'heure l'évoquait, il y a deux volets. Il y a la prévention secondaire, la prévention primaire. Prévention secondaire, quand tout à l'heure Anne-Sophie Joly évoquait l'obésité, quand il y a 18 pathologies associées ou concomitantes ou liées ou qui vont arriver derrière l'obésité, nécessairement, comment peut-on faire de la prévention secondaire une fois qu'une personne est en situation d'obésité? Et certes, il y a des cibles thérapeutiques avec les traitements, mais derrière, il y a aussi énormément d'accompagnement, de la prévention, de la détection plus précoce, aussi des premiers signes, en particulier si on évoque le cardiovasculaire, le rénal et toutes les pathologies du foie. Et puis ensuite, on a la prévention primaire. Alors, comment on arrive à conjuguer tout ça? Ce qui est intéressant, c'est Novo Nordisk est certes détenu par une fondation, mais aussi danois. Et au Danemark, la prévention se fait dans les territoires. La prévention, c'est une compétence de la commune. Donc, ce qui veut dire que la prévention fonctionne parce qu'elle est proche de chez vous. Donc la question des solutions à développer et l'intégration de la e-santé dans un modèle durable de prévention au service de la performance de prévention et ou de moindre recours au système de santé, c'est de réussir à rapprocher les solutions des sujets, je dis bien sujets et pas forcément des patients, de façon à ce que le numérique s'intègre par briques dans un parcours de vie. La deuxième chose, c'est coopérer avec les acteurs qui font la prévention. Donc nous, typiquement, si je prends l'exemple de la France et puis maintenant d'un network de 50 villes dans le monde, donc via le network Cities for Better Health, on travaille avec le monde public, privé, associatif, et là-dedans, il y a de l'intégration du numérique. Il y a même des serres, connectés, même à Strasbourg. Alors vous allez me dire, ça n'impacte pas sur la santé. Ben, si, parce que quelque part, on peut faire des légumes en continu et faire en sorte que les élèves de ces écoles-là puissent bénéficier de fruits et légumes frais. Vous voyez, donc
Donc en fait, tout se pense de façon holistique à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une commune ou d'une agglomération, et en intégrant des briques de services, des briques de santé. Et puis derrière ces coopérations, c'est comment on mesure l'impact. Et donc c'est pour ça que quand je parle de briques, pour moi c'est excessivement important. Au départ, on pensait qu'on connaissait suffisamment la pathologie pour la prévenir, et donc on pouvait arriver avec une solution holistique. Non, aujourd'hui, on sait qu'il faut tester et retirer potentiellement des briques qui n'ont pas fonctionné, ou mettre à l'échelle des briques. Nous, on collabore avec Kipling, par exemple, sur tout ce qui peut être gamification et pousser les gens à bouger. Mais de la même façon, il y a aussi un besoin dans les hôpitaux sur la mesure des index glycémiques, des aliments et tout ça. Donc, il y a des solutions qui sont très pratico-pratiques, qui sont des mini-briques parfois, utilisées à l'échelle d'un hôpital, à l'échelle d'une commune, et qui après peuvent faire une offre de service durable, parce qu'on considère que ces solutions-là, quand elles sont mises à l'échelle parce qu'elles ont fonctionné dans un territoire, derrière, elles sont faites pour durer. Et dans cette logique-là, on travaille aussi sur tout ce qui peut être prévention et accompagnement, donc avec des sociétés de télésurveillance, de téléassistance, et aussi du line coaching, de façon à intégrer à la fois l'intervention du professionnel de santé dans les territoires, mais aussi de l'intervention à distance par une personne humaine, mais aussi utiliser tout ce qui est serveur interactif et ainsi de suite pour pouvoir faciliter le flot d'informations et tout ça. Et donc, pour moi, le volet le plus important, c'est de réussir à avoir des mesures d'impact en fait, qui permettent après de se dire « OK, on va pouvoir mettre la solution à l'échelle ». Et pour l'impact, eh bien, nécessairement, il faut être capable de pouvoir produire la data de qualité, la partager, et encore une fois, je vais revenir peut-être aux racines danoises. Tout à l'heure, ça a été dit lors d'une des premières conférences. C'est vrai que les données de santé sont à disposition, ouvertes. Il y a de la confiance autour de ces données. Donc, ça rejoint le point d'éthique de Laurence. Mais c'est excessivement important aujourd'hui qu'on arrive à créer cette confiance. Parce que derrière, on pourra délivrer un service bien meilleur au sujet ou au patient. Merci Étienne. Oui, alors, il y a un point que vous avez abordé, Étienne, c'est celui de l'intelligence artificielle. Et du coup, Laurent, je voulais voir ça avec vous, parce que c'est vrai qu'au cours de cette matinée, on a vu que l'usage et l'adoption de l'IA s'ancrait dans les pratiques des professionnels, mais aussi au sein des DM numériques qui embarquent parfois de l'IA. Alors, comment on peut concilier recours à l'IA et durabilité ? Alors, je pense que je vais faire le pont avec ce que disait Étienne. Je pense que déjà, l'IA, elle doit être là, en fait, pour vraiment amener de l'innovation durable au service des patients. Parce que c'est le rôle des industriels, d'ailleurs que ce soit du DM ou du médicament, c'est qu'on est toujours en train d'amener une innovation aux patients. Pour faire le point, le lien aussi avec le sujet, je pense que, et on l'a vu dans différentes présentations, c'est comment est-ce qu'on arrive à mieux échanger, communiquer, à faire comprendre l'intérêt de cette IA ou du numérique aux patients. Donc je crois qu'on doit tous aussi déployer des efforts pour mieux communiquer et sortir de l'entre-soi, en fait, et vraiment être en capacité, ce que va faire l'IA. Je vais reprendre un autre sujet qu'aurait pu évoquer Virginie, mais qu'elle connaît très très bien. Je vais vous prendre en exemple. Dans l'équipement, à l'heure actuelle, on a énormément de données. Pour, en fait, évidemment, traiter ces données, il faut de l'IA. 97% en fait, de cette donnée n'est pas utilisée. Donc là, on est dans le non durable. C'est ce qu'il y a de plus monstrueux. C'est stocké dans des clouds et on ne l'utilise pas, alors qu'on pourrait avoir des solutions. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on est capable d'intégrer de l'IA pour faire les bonnes choses. Alors, il y a évidemment tout ce qui est accès et qualité des soins. Je pense que parler des territoires, je pense que ça c'est, j'allais dire, une conviction qu'on est tous nombreux à avoir. Comment on peut être certain que cette IA va nous permettre de désengorger en fait, ou d'amener même le même niveau de soins, si on voulait le faire non politiquement correct, dans les territoires comme dans les grandes villes. On a parlé aussi beaucoup de médecine personnalisée en fait. L'IA, elle va aussi permettre vraiment d'analyser en fait chaque donnée des patients et d'avoir le bon traitement au bon moment, voire même au bon endroit si on prend notre idée du territoire pour les patients. La réduction des coûts. Il y a un moment, je pense qu'on a tous quand même, dans toutes les conversations qu'on avait de ce matin, c'était il nous faudrait prendre plus en charge, il nous faudrait plus d'argent. Je crois qu'il y a une réalité et il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire en France. Qu'est-ce qu'on arrête de faire? Qu'est-ce qu'on ne fait plus? Qu'est-ce qu'on fait différemment? Parce qu'avec l'IA aussi, on va pouvoir travailler différemment, libérer du temps, libérer du coût, soit pour les patients, soit les professionnels de santé, soit évidemment les industriels.
Et puis, on en a pas mal parlé aussi. Là, c'est plutôt dans la transformation. Comment est-ce qu'on amène l'IA à nous aider à travailler sur les parcours de soins? Je pense qu'on pourrait faire toute une journée sur les petites histoires où là, on voit bien dans notre quotidien en 2025, en fait, on n'est pas du tout en train d'optimiser les parcours de soins, tant j'allais dire en termes de linéarité que de nombre d'examens faits. Et puis peut-être pour finir, en ce qui concerne le SNITEM, on a 2 choses qui sont très importantes. On a signé une charte RSE. Donc ça, c'est vraiment aussi comment chaque industriel peut se relier tous les jours dans son quotidien à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Et on a une journée RSE dans laquelle on parlera aussi de tous ces sujets qui aura lieu le 17 juin. Donc pour tous ceux que ça intéresse, venez nous rejoindre pour parler numérique, IA et puis innovation pour les patients. Oui, je crois qu'il y a une slide qu'on va pouvoir diffuser par la suite, mais par rapport à ce qu'on a évoqué, Laurent, sur la partie IA, je voudrais enchaîner avec vous, Virginie, puisque l'an dernier, vous aviez annoncé un investissement assez conséquent pour Philips, d'à peu près sur les 1,5 milliard, près d'1 milliard dédié à l'IA, avec une volonté quand même très pragmatique, c'est-à-dire de pouvoir aussi accompagner également les hôpitaux. Donc aujourd'hui, comment l'investissement que vous faites aujourd'hui et l'accompagnement, ça se concrétise en termes de collaboration avec les hôpitaux et à innover dans ce domaine? Mais c'est vrai que alors je confirme les chiffres que vous avez donnés précédemment et effectivement, ça confirme bien la volonté du groupe que je représente d'investir toujours et encore plus dans la R&D parce que notre ADN, c'est l'innovation. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, c'est vrai que l'éco-design des produits est une partie prégnante de la R&D parce que son éco-conception permet d'avoir un impact positif d'un point de vue éco-responsabilité. Pour répondre un peu à votre question, finalement, ça m'amène très naturellement au 2e maillon de la chaîne. Le but maintenant, c'est qu'une fois que les produits sont plus éco-responsables, pour simplifier le propos, même si on est toujours dans une dynamique évidemment d'amélioration continue, c'est comment maintenant on pense en effet de manière beaucoup plus holistique que par le passé, sur la façon dont on va dispenser les soins. Et donc pour aller dans cette dimension-là, il faut qu'on travaille main dans la main avec des partenaires publics et privés. C'est vraiment très important parce que si on ne travaille pas collectivement ensemble et qu'on pense de façon individuelle, quelle contribution on peut avoir chacun les uns à côté des autres, ça ne va pas marcher. Co-construire un cercle vertueux, tous ensemble, c'est la clé. En fait, déjà, c'est la première des étapes. On ne réussira que si on travaille tous ensemble, tous connectés. Et un bon exemple que j'aimerais peut-être partager avec vous, c'est le partenariat stratégique que nous avons avec le CHU de Rennes. Parce qu'en fait, le CHU de Rennes a intégré depuis aussi très longtemps sur sa feuille de route cette recherche de développement durable au cœur de la démarche, donc cette fois-ci médicale. Et on a signé avec eux un partenariat maintenant qui date depuis 5 ans, axé donc sur la technologie, sur l'innovation et la durabilité pour, en gros, améliorer la qualité des soins tout en réduisant l'empreinte carbone. Et c'est vrai que comme le CHU a décidé d'intégrer le développement durable au cœur de la démarche médicale, on a pu étudier ça ensemble. Et donc, leurs équipes et nos équipes, on s'est engagés en fait pendant cette longue période à quantifier l'impact environnemental d'une salle de neuroradiologie pour mieux en réduire l'impact. Donc on a étudié tous les paramètres qui pouvaient avoir un impact d'un point de vue émissions de CO2, donc que ça soit la production des consommables, que ça soit la fabrication des dispositifs musicaux, que ça soit simplement la consommation énergétique de la salle, etc., etc. Et en fait, quand on fait cette analyse, on se rend compte que pour utiliser simplement, alors je dis simplement, c'est pas simple, mais pour utiliser l'utilisation d'une salle de neuroradiologie, en gros, la consommation est équivalente par an à 40 tonnes d'émissions de CO2. Juste pour comparativement, c'est comme si on faisait 11 fois le tour de la planète véhiculé par une voiture.
Donc clairement, maintenant qu'on a fait ce constat-là, on est en train de passer à l'échelle suivante qui est comment on travaille évidemment sur l'utilisation de la salle Philips, sur l'amélioration de la consommation électrique, sur une meilleure utilisation de l'équipement lui-même pour réduire l'impact, mais aussi comment on accompagne le CHU de Rennes sur l'ensemble des autres facteurs. Puisque je reprenais ce que je disais tout à l'heure, en fait, on est tous contributifs de la chaîne et on a tous notre valeur ajoutée et c'est l'entraide qui fera qu'on sortira vers le haut par ce cercle vertueux, ensemble, plus fort pour plus loin, pour aller plus loin et pour être tous ensemble, enfin vous connaissez l'expression mieux que moi, ensemble pour aller beaucoup plus loin. Et clairement, ce projet du CHU de Rennes, c'est un partenariat qui a commencé il y a 5 ans, sur lequel on va continuer et je serais très heureuse de venir prolonger cette discussion avec vous dans quelques années parce que là, on a fait l'étude sur une salle, mais aujourd'hui, en fait, le CHU de Rennes prévoit d'étendre toutes les pratiques et toutes ces découvertes qu'on a fait ensemble sur d'autres services et notamment sur son nouveau centre de chirurgie interventionnelle. Merci Virginie pour ce point et on va terminer avec vous Étienne sur le sujet de la e-santé autour des DTX et je laisse Sandrine vous la poser. Oui Étienne, parce que voilà, on voit bien que tous les acteurs cherchent à travailler sur l'optimisation des soins en termes de durabilité. Ça passe aussi par la collaboration, par des partenariats qu'on peut contracter. Vous allez annoncer une collaboration avec DTX ? Oui, alors c'est une initiative en fait qu'on vient de lancer et pour laquelle eh bien, vous allez, celles qui sont dans la salle, celles et ceux qui sont dans la salle et celles et ceux qui sont en pause, ça sera l'occasion, je pense aussi, de candidater, donc en flashant le flashcode qui est juste devant vous. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir vraiment réaliser une accélération en fait des thérapies numériques, donc en soutien et avec le partenariat avec Agora Health. De façon à ce qu'on puisse augmenter l'engagement des patients, qu'on puisse augmenter l'efficacité et même l'efficience, parce que quand on parle de durabilité, on parle surtout d'efficience, et puis derrière de la performance en santé, que ce soit sur de la prévention, de la prise en charge ou du suivi. Voilà, et pour nous, c'est excessivement important qu'on puisse avoir aussi des partenariats entre grands groupes, on va dire, industriels traditionnels, et puis des startups, des entreprises innovantes, voilà, qui recherchent effectivement je pense à combler des manques du système ou à compléter le bénéfice thérapeutique de certaines de nos thérapeutiques. Donc voilà, pour nous, ouverture le 14 février, soumission des projets jusqu'au 14 février et sélection et accompagnement mars à décembre. D'ici cette fin d'année 2025, on sera en mesure d'avoir sélectionné quelques pépites, j'espère, ou peut-être même une pépite. Et de la conduire à bien et revenir vous voir l'année prochaine. Parce que Étienne, c'était un très bon moment l'an dernier, vous aviez présenté l'ensemble des startups. Je crois qu'il y avait Acteurs du diabète, oui. Acteurs du diabète, 10 startups, et qui avait été un bon moment. Donc vous êtes bien sûr le bienvenu, comme on va le faire en fin de journée avec le Pfizer SK Hub, de pouvoir nous présenter les résultats de ce beau concours. Merci à tous les trois. Merci à tous. Merci Étienne, merci Laurence et merci Virginie. Et on finit par tout ce que vous attendez. Non pas le repas, si vous l'attendez aussi, mais par les grandes tendances, les 10 grandes tendances de la e-santé, mais également aussi ce qu'on voit à l'international avec notamment Business France. On peut les applaudir. Merci.